Vous citez dans les premières pages, dans les premiers chapitres de Au commencement était le Verbe, Jean-Pierre Meunier qui comparait la Suisse à une île hors du temps. Parce que c'est vrai que la Suisse, et vous insistez aussi là-dessus, a été épargnée par les drames des deux guerres mondiales qui se sont succédées, au point que les Suisses peut-être ont élevé le conservatisme, un certain rigorisme en vertu nationale. Oui, le rapport à l'autre en Suisse est quand même très particulier. L'autre est vraiment toujours un peu tenu, était tenu à distance. Et il y a une espèce de sentiment d'abord, il faut maintenir l'unité à l'intérieur. Hein, donc tout risque de désunion serait fatal à la Suisse. Et par conséquent, c'est un pays qui doit tout le temps mettre ses différences et ses contradictions un petit peu sous le boisseau, parce que sinon, il éclate. Et donc, du compromis, l'éthique. Alors le compromis, mais en même temps pour durer. Et puis, quand la guerre arrive à l'extérieur, en Europe, il est clair qu'il y a une partie de la Suisse qui aurait voulu aller avec l'Allemagne, il y a une partie de la Suisse qui allait avec la France. C'était quand même la majorité, mais pas que. Et donc, si la Suisse s'était scindée à ce moment-là, c'était la catastrophe totale. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu un sentiment de hérisson à certains moments. Quand le dehors se divise, la Suisse est forcée de se reprendre elle-même et pour ne pas éclater, de constituer une île un petit peu vis-à-vis de l'Europe. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment, quoi. Voilà, mais c'est une question à la fois de survie, à la fois de conservatisme et à la fois de méfiance de tout ce qui est autre. Ouais, donc la Suisse a été témoin des catastrophes à ses frontières, observatrice, mais plus qu'actrice. Oui, c'est ce que disent beaucoup d'écrivains. Nous sommes au spectacle, nous sommes sur un balcon sur l'Europe, et en même temps ça permet de penser ce qu'il y a autour. Évidemment sans être au cœur des événements. Et puis on sait bien à quel prix la neutralité a maintenu la Suisse hors du champ de la guerre, bien entendu. Parfois ce n'était plus des compromis, mais des compromissions. Voilà, le champ. Mais en même temps, c'est clair qu'à chaque instant, la Suisse pouvait être envahie, bien sûr, et que tout bascule. Donc, voilà, effectivement, il y a une île, par la situation historique, par la situation de construction des incompatibles qui se fédèrent et qui doivent pour continuer à ne pas trop s'envoyer sur la figure, parce que sinon ça ne va plus. Enfin, c'est très intéressant, c'est un vrai... ça a un prix qui n'est pas toujours très héroïque, mais en même temps c'est une construction tant sociale que culturelle qui est tout à fait unique en son genre. Peut-être que ce sentiment d'insularité a généré justement ce qu'un certain Peter Hutz, vous y faites référence dans ce livre, a appelé la culture de la catastrophe. Et s'il est un chantre de la culture de la catastrophe, c'est du côté francophone, c'est Charles Ferdinand. Oui, et de l'autre côté, c'est Dürrenmatt. Et en fait, à comparer tout à coup Dürrenmatt et Ramu avec cette culture de la catastrophe très suisse, qui vient de la Bible, de l'Apocalypse, d'un certain rapport aussi à aux guerres qui n'arrivent pas, mais qui pourraient arriver, on se rend compte que l'écart entre Ramu et Dürrenmatt n'est pas aussi grand qu'on pourrait l'imaginer, et qu'il y a des points communs. La formation biblique de tous les deux, puisque Dürrenmatt est fils de pasteur et qu'il est complètement plein d'une formation qui remonte à la Bible, et Ramu a aussi énormément lu la Bible, et tous les deux effectivement n'arrêtent pas de projeter les pires catastrophes et d'être au fond très pessimistes tous les deux par rapport au destin de l'humanité, de la société, d'être aussi, ça me frappe énormément et de plus en plus, dans une sorte d'anarchie par rapport à l'ordre. C'est très étrange de dire ça parce que Ramu passe pour un bourgeois très traditionnel. Il était cela dans son apparence sociale. Il était totalement anarchiste dans son rapport aux choses.
il était tout le temps dans la construction-destruction. Il avait des fantasmes de destruction incroyables. Il ne pense la création que dans une alternance avec cette destruction. Et en même temps, sur un plan politique, il était tout à fait au début très très favorable à la révolution russe, ça on ignore aussi beaucoup. Il était en 17, il a salué la révolution russe comme un peuple qui enfin s'émancipe, qui enfin se prend en main, qui enfin se libère. Et c'est pas du tout bourgeois, ça vraiment, c'est complètement autre chose. Et en fait, il était toujours avec ceux qui font preuve de liberté. Et Sandra, c'est la même chose, c'est un terrible anarchiste contre l'ordre. Et je me dis, plus j'avance dans cette réflexion sur les auteurs de Suisse, plus je me dis que ce pays de l'ordre, de la stabilité, du compromis, a engendré aussi des écrivains qui sont dans une violence, parfois une affirmation de liberté radicale de l'individu et d'une intolérance à l'ordre répressif incroyable. Il y a les deux. C'est comme si ces deux extrêmes étaient tout le temps en alternance.